Bonsoir, je vous emmène aujourd'hui sur l'une des plus belles îles du continent. Au-delà de son aspect touristique, le Cap-Vert, aussi connu pour sa stabilité démocratique, est considéré comme l'une des références en Afrique. Membre de plusieurs organisations internationales dont l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO, le Cap-Vert est aussi un acteur majeur sur la scène internationale. Quelle est la position de cette île dans un contexte géopolitique tumultueux? Comment les acteurs politiques préparent les prochaines échéances électorales? Pour en parler, je reçois un ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Luis Felipe Tabares. Bienvenue dans le Face à Face. Bonsoir Luis Felipe Tabares. Bonsoir. Merci d'avoir cette notre invitation. C'est un plaisir. Oui. Avec vous, nous parlerons de l'actualité internationale, notamment de la sous-région, et aussi on parlera de votre pays. Vous avez été ministre des Affaires étrangères. D'abord, quel regard portez-vous sur la sortie des États de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, de la CEDEAO, que vous connaissez très bien? Vous savez, il faut appréhender ce sujet avec beaucoup de sagesse, comme nous disons en Afrique. Je crois que la CEDEAO a très bien fait de laisser la porte ouverte au retour de ces pays-là. Le Mali, le Burkina et le Niger sont des pays importants pour la sous-région. Nous travaillons pour l'unité de la CEDEAO, des pays de l'Afrique en général, dans le cadre de l'accord de commerce transnational que nous sommes en train de mettre en place. C'est un défi important, mais la ZLECAf est un objectif important pour tous les pays. C'est plus dans l'Union africaine. C'est dans l'Union africaine, Ouais. mais c'est important la présence de ces trois pays Ouais. qui font partie de la CEDEAO Ouais. dans ce processus. Donc, moi, je vois la forêt, Ouais. pas seulement les pays individuellement, mais il faut avoir un regard complet, plus large. Donc, il faut laisser la porte au retour de ces pays-là. Il faut... Vous savez, quand il y a des coups d'État comme ça, bien sûr, nous ne sommes pas favorables à ce qu'on règle les problèmes avec des coups d'État. Ce n'est pas la voie, il faut respecter les constitutions. Vous savez que je viens d'un pays qui est un havre de paix, de tranquillité. Qui a réputé pour sa stabilité démocratique. Voilà, où l'État fonctionne très bien, les institutions fonctionnent. Ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait des institutions robustes pour que l'État puisse fonctionner normalement. Donc, nous avons un regard de solidarité envers ces pays-là. Et nous pensons que, vous savez, les hommes politiques, les partis politiques ont une responsabilité très, très grande aujourd'hui. C'est très important l'existence des partis politiques dans tous les pays, mais il faut que les partis politiques arrivent à répondre aux problèmes quotidiens des gens. Logement, santé, éducation, améliorer les conditions de vie, les services de base sont assurés. Vous voyez, quand les gens n'ont plus confiance dans leurs dirigeants, c'est très compliqué. Et là, c'est la porte ouverte à tous les problèmes que nous connaissons. Donc vous comprenez ces coups d'État qui ont eu lieu dans ces trois pays-là? Je comprends les problèmes des populations. Ouais. Et quand vous êtes dans la rue et vous parlez avec un Burkinabé, un Nigérien ou un Malien, ils vous disent « mais nos vies ne s'améliorent pas. On a des problèmes, ça fait 30 ans, 40 ans, parfois 60 ans que nous avons ces mêmes problèmes. » Donc il faut répondre aux problèmes des gens. Il faut que les politiques, les partis, il faut des gens sérieux à la tête de leurs États, avec beaucoup de responsabilités. Surtout, il faut, comme j'ai dit, répondre aux problèmes des gens. Regardez, même en Europe, les partis politiques classiques. Aujourd'hui, regardez en France, le Parti socialiste, regardez les Républicains. Moi, je connais bien l'histoire, j'ai fait mes études ici en France depuis de longues années. Donc vous voyez, aujourd'hui, il y a ces partis ou des hommes politiques qui ne sont plus crédibles. Pourquoi? Parce que les problèmes de base des populations ne sont pas réglés. Emploi, logement,
santé, éducation. C'est les problèmes de base. Donc il faut servir. Tu sais, la politique, c'est l'art de servir l'autre, les autres. C'est noble, mais il ne faut pas perdre cette vision-là. Il faut travailler pour régler les problèmes des gens. Et en Afrique, en Europe, partout dans le monde. Et le problème que nous avons en Afrique, c'est un peu ça. Vous voyez, il y a d'autres problèmes. Il y a un problème de gouvernance, le fonctionnement de l'état de droit, le respect des droits humains de base, fondamentaux. Si on fait ça avec honnêteté, avec responsabilité, je crois que les conditions de vie des gens vont en s'améliorant. Et ça, c'est très important. Tant qu'on le fait, on va avoir des problèmes. Mais il ne faut pas laisser tomber ces pays-là. Pas du tout. Il faut essayer de travailler avec les uns et les autres, ceux qui sont au pouvoir, les régimes transitoires. Parfois, ça prend du temps, mais il faut travailler avec ces responsables-là tous les jours, avec l'opposition, pour trouver des terrains d'entente et surtout pour bâtir un projet de société. À mon sens, il faut un nouveau, c'est un gros mot, mais je n'en ai pas d'autre, un nouveau contrat social dans ces pays-là. Et il ne faut pas imposer un contrat social, il faut construire avec tout un chacun, avec tout le monde. Et si on le fait avec responsabilité, je crois qu'on va avoir des résultats positifs. Donc pour répondre à votre question, il ne faut pas laisser tomber ces pays-là, la porte ouverte, la CEDEAO. D'ailleurs, le président de la Commission, les chefs d'État l'ont dit clairement, il faut travailler avec ces gens-là, il faut construire, bâtir avec ces trois pays-là. Aujourd'hui, ils ont créé cette alliance, mais je crois que la porte est ouverte et il y a de la bonne volonté des uns et des autres pour retrouver la grande famille de la CEDEAO. Vous savez, c'est un défi régional important et un homme politique sérieux, un État de droit, les chefs d'État ont l'obligation de travailler ensemble, sans écarter, sans exclure personne, et avec beaucoup de responsabilités. Je pense qu'il est possible de construire un nouveau contrat social dans ces pays-là, parce que les problèmes, moi je connais très bien ces trois pays-là, c'est les problèmes des gens, de la population ou des populations sont importants et il faut les prendre en compte. Si on les prend en considération avec honnêteté et si on met en place un état de droit qui fonctionne, vous savez, le respect des institutions, c'est très, très, très important. Et le grand problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est les institutions en général sont très fragiles. On pense plus aux hommes, aux femmes chefs d'État, quand il faut, à mon avis, refonder les institutions. Il faut que les institutions soient fortes. Vous savez, moi, je pense que la démocratie au Cap-Vert repose sur des institutions qui sont fortes, qui fonctionnent très bien. Peu importe le parti qui est au pouvoir. On commence à voter à 8 h du matin, à 18 h du soir, on sait qui a gagné, on félicite le vainqueur. Et la vie continue. C'est ça, cet état d'esprit. Pourquoi ? Parce qu'il y a des institutions qui fonctionnent. Indépendamment des partis qui sont au pouvoir, les institutions sont là, elles sont fortes. La séparation des pouvoirs, c'est important. Il faut que la justice fonctionne, il faut que l'état de droit fonctionne normalement. Si on a ces garants-là qui fonctionnent au jour le jour et que les gens aient confiance, le peuple, la confiance du peuple, c'est très important. Et il faut être attentif aux politiques qu'on met en place, évaluer à chaque instant et surtout répondre aux problèmes fondamentaux. Si on arrive à faire ça, je crois qu'on bâtit une société plus juste, plus équitable. C'est de la justice dont les gens parlent beaucoup, souvent. Ils veulent travailler, avoir un salaire décent, la dignité de la personne doit être préservée, protégée. Si on fait ça, je crois qu'on peut relancer le développement de ces trois pays dont vous m'avez posé les questions au préalable. Et ces trois coups d'État dans ces différents pays ont été justifiés aussi par le terrorisme. Vous qui avez été ancien ministre ministre de la Défense. De la Défense aussi, ouais. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un raccourci d'utiliser le terrorisme pour renverser un régime ? Oui, ça dépend de la façon dont on prend les choses. Vous savez, le terrorisme sous toutes ses formes, c'est inacceptable. C'est un fléau en Afrique, mais partout dans le monde. Il faut le combattre avec la plus grande fermeté. Le terrorisme, c'est quelque chose de grave qui mine le développement de n'importe quel pays. Donc il y a un problème de sécurité dans la sous-région, mais qu'à mon sens ne peut être résolu que dans un cadre de concertation entre les pays de la région, de la sous-région, dans ce cas-là, de l'Ouest, au CEDEAO. Il faut travailler avec les institutions, là encore.
de la société civile pour essayer de bâtir une société de paix, une société de compréhension, de dialogue. C'est pas facile, parce que si vous réglez les problèmes de base des gens, et que les gens croient dans leur pays, dans leurs gouvernants, les terroristes auront du mal à pénétrer dans le tissu social. Si vous ne le faites pas, le terrain est vraiment fertile pour tout un chacun de venir, de proposer des solutions faciles et de menacer la sécurité de ces pays-là. Donc, vous savez, il ne faut pas être déterministe là-dessus. Je pense qu'il faut continuer de travailler avec sérieux, et parce que les problèmes de sécurité qui existent dans ces pays-là, ces trois-là, mais il y a d'autres pays de la sous-région, vous voyez ce qui se passe au Tchad, un peu partout en Afrique de l'Ouest, dans CEDEAO, c'est un problème aujourd'hui, un problème de sécurité et d'avancée des groupes terroristes un peu partout, c'est un problème grave. Donc pour régler ce problème, il faut que nous travaillions ensemble, tous, avec beaucoup de responsabilités. Mais le terreau facile qui permet la pénétration des mouvements terroristes, c'est la pauvreté, c'est l'extrême pauvreté. Donc il faut combattre l'extrême pauvreté. Il faut que l'état de droit fonctionne, là encore. La bonne gouvernance, c'est très important. Il faut que les gens aient confiance dans leur système politique, dans ses responsables politiques ou dans leurs responsables politiques. Tout ça, c'est un ensemble. Vous savez, il faut avoir une vision globale, holistique des choses, mais il faut travailler et être sincère avec les populations. Si on arrive à faire un travail de gouvernance correct, je crois que c'est la meilleure façon de régler les problèmes de sécurité. Vous savez, la sécurité, c'est pas un vain mot. Il y a des problèmes d'insécurité, c'est vrai. Et vous savez, quand les États sont fragiles, les problèmes de sécurité se posent. Ces États-là étaient dans une fragilité incroyable, du point de vue institutionnel. Les gens ne croyaient plus dans leurs institutions. Donc il ne faut pas les laisser tomber, il faut continuer de travailler, de dialoguer avec tout le monde pour essayer de trouver des solutions. Je vous ai dit, j'insiste là-dessus, il faut un nouveau contrat social basé sur la franchise, l'honnêteté, vous voyez. Il faut mettre tout sur la table et discuter avec tout le monde. On ne peut pas discuter avec des terroristes, là, jamais. Mais il faut discuter avec la société civile, les organisations de la société civile, les partis politiques, les forces vives de la nation pour trouver des solutions. Mais des solutions aux problèmes des citoyens. Logement, santé, éducation, emploi, sécurité, aujourd'hui, changement climatique. Mais si on règle les problèmes de base et que les gens croient à nouveau dans leur pays, ça va aller. Est-ce que vous comprenez aussi les discours anti-français qui sont portés dans ces différents pays-là? Vous savez, moi je fais partie de ceux qui... moi je suis très optimiste. Je crois qu'il y a un malentendu par rapport à ce que les uns et les autres disent. Moi, je regarde, par exemple, ce qu'essaye de faire le président Emmanuel Macron. Vous savez, pour moi, personnellement, et je vous le dis d'une manière très, très honnête et très sincère, le président Emmanuel Macron est probablement le chef d'État européen qui essaye de changer les donnes ou la donne. Un peu dans le monde, en Europe. C'est un visionnaire, un homme très intelligent. Il est jeune, mais il a fallu un temps pour appréhender les problèmes du monde, y compris en Afrique. Parfois, je pense qu'il a été mal compris. Je crois que c'est un homme honnête. Je vous dis ça très sincèrement. Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai suivi la politique française depuis très très longtemps. Je suis la politique française. J'ai suivi son parcours. C'est un homme qui a beaucoup d'énergie, des idées correctes, claires. Je vous fais un aparté, ce qu'il a dit récemment sur l'Ukraine, la Russie, pardon. C'est vrai, c'est juste. Il faut réfléchir à ce qu'il a dit. Parce qu'il y a un moment où il faut prendre... Sur l'intervention des forces occidentales. Réfléchir à ce que... En Ukraine. Oui, mais c'est pas... Vous voyez, les gens disent non, c'est l'irresponsabilité. Non, vous voyez... Pour défendre l'Europe, les Européens doivent prendre leurs responsabilités. Le grand chapeau militaire nord-américain, ça, vous savez, c'est pas pour toujours. Mais en matière de sécurité, il faut que l'Europe ait ce qu'il a défendu, l'autonomie stratégique, je crois qu'il va dans la bonne direction.
C'est pas facile, c'est pas un discours facile à faire au niveau européen, mais je crois qu'il est sur le droit chemin. En Afrique, il y a eu des bisbilles quand même, En Afrique, des fois il y où a il eu... a adoubé des chefs d'État, Il y a eu... des putschistes et d'autres. Absolument, absolument. Vous comprenez que c'est... Mais là encore, il faut... Je suis d'accord avec vous. C'est vrai, il y a eu ces problèmes-là, mais là encore, il faut... La France connaît l'Afrique depuis très longtemps. Le président Macron avait dit qu'il fallait changer de politique. Je crois qu'il a raison. Il vient de nommer quelqu'un d'expérimenté, un homme qui a été ministre, Jean-Marie Bockel, ouais. Qui est un homme de paix, qui connaît bien les dossiers, qui connaît bien l'Afrique. Je pense qu'il pourra aider le président Macron à dialoguer, à mieux dialoguer avec les différents pays africains. Je crois que c'est le pont qui manquait entre la France, ou entre le président Macron et les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique en général. Et il rendra son rapport, je crois, au mois de juillet ou juillet, et j'ai espoir. Mais sur le fond, c'est un homme droit, le président Macron, c'est un homme droit, et je crois qu'il faut qu'il continue de travailler avec humilité, en écoutant. Je crois qu'il faut qu'il écoute beaucoup plus. Avant de faire des propositions, il faut discuter, écouter tout le monde. Parce que c'est un homme sérieux, c'est un homme de bonne foi. Et vous savez, vous n'avez pas beaucoup d'hommes politiques comme ça, de haut rang, de haut niveau, comme lui en Europe aujourd'hui. Avant, c'était Mme Merkel, mais je crois qu'après Mme Merkel, ou avec Mme Merkel, c'était lui, le président Emmanuel Macron. Il est parfois... disruptif. Voilà, mais c'est la jeunesse du président Macron. Il est disruptif parfois, mais il dit des choses vraies. Hein, il dit des choses vraies. Mais il faut qu'il y ait un dialogue beaucoup plus franc avec les pays africains. Et je crois que Jean-Marie Bockel peut l'aider à le faire avec sagesse et avec surtout des résultats au bout. Votre voisin, le Sénégal, a un nouveau chef d'État, le plus jeune du pays, et le cadet des présidents, je précise, élus du continent africain. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Avec soulagement. Vous savez, soulagement dans le cadre... Enfin, vous savez, le Sénégal est un pays démocratique, mais qui vivait ces 3 derniers mois des périodes de turbulence, avec des pertes de vies humaines, et c'est toujours regrettable qu'il y ait des morts dans un processus démocratique. La démocratie sénégalaise a été mise à l'épreuve, mais je crois que le peuple sénégalais a encore une fois répondu présent, et les élections se sont déroulées dans un climat relativement de paix, donc il n'y a pas eu, à ma connaissance, de problème majeur, et le peuple a tranché. Il faut respecter la volonté du peuple. Je vous parlais tout à l'heure du Cap-Vert, où les gens commencent à voter à 6h du matin, ou à 8h du matin plutôt. À 18h du soir, on connaît le résultat et on félicite le vainqueur. Et le monde continue le lendemain, le lundi, normalement c'est un dimanche, les élections, le lundi, tout le monde est au travail et la vie continue d'une manière tout à fait normale. Je crois qu'au Sénégal, ça a été le cas. Il faut travailler avec le président, le nouveau président sénégalais. Je crois que c'est un homme de bonne volonté aussi, jeune, 44 ans, jeune. Donc, je lui souhaite un plein succès dans ce qui... Enfin, la tâche est immense, mais je crois que la jeunesse sénégalaise a montré encore une fois sa compétence, son attachement à leur pays ou à son pays, et je crois que le Sénégal va aller de l'avant. Quelles sont vos attentes dans les relations sénégalo-capverdiennes? Elles sont excellentes. Quelles qu'elles soient les responsabilités politiques de chaque côté, elles ont toujours été excellentes. On va continuer de travailler. Notre président de la République était présent lors de la prise de fonction du nouveau président. Donc c'est un gage de bonne volonté pour que les relations soient vraiment solides et fortes. Et on attend de lui la continuation de la coopération. On va continuer de travailler avec le Sénégal, c'est un pays voisin, notre plus proche voisin, et nos relations sont excellentes, vont continuer de l'être. On va sortir un peu du continent africain, on va parler un peu du conflit russo-ukrainien. Vous avez été au Conseil de sécurité, à l'ONU, l'un des pays à adopter la résolution condamnant l'invasion de la Russie en Ukraine. Absolument, d'une manière claire. Qu'est-ce qui justifie ce choix? C'est assez majeur au niveau du continent de voir... Mais on ne peut pas envahir un pays comme ça, un pays souverain. C'est contraire à l'état de droit, au droit international.
Le Cap-Vert est un pays qui respecte les lois ou la loi internationale. Le droit international est un état de droit. Donc la moindre des choses, c'était de condamner l'invasion de la Russie par l'Ukraine. Enfin, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, pardon. Et je crois que le gouvernement capverdien a été très clair là-dessus. Nous condamnons avec la plus grande fermeté n'importe quelle invasion d'un pays par un autre. Et là, dans ce cas-là, c'était inacceptable. Je crois qu'il faut, ce que les Européens, le monde occidental fait est juste. Il faut aider l'Ukraine à s'en débarrasser de cette occupation qui est tout à fait illégale et inadmissible. Inadmissible. Comment voyez-vous la fin de ce conflit? Je pense que, vous savez, dans toute guerre, moi j'ai été ministre de la Défense, j'ai suivi un peu l'actualité géopolitique du monde depuis, ça fait des années que je suis, Justement. Mais quand j'avais des responsabilités politiques au niveau du ministère de la Défense, j'accompagnais encore de plus près, je continue de suivre l'actualité bien sûr. En tant qu'homme politique, il faut que je sois bien informé. Je pense que les uns et les autres essaient de gagner du temps, surtout la Russie essaie de gagner du temps, et d'avoir des avantages au niveau des conquêtes qu'ils ont faites déjà, territoriales, enfin les conquêtes territoriales. Aujourd'hui, ils ont occupé le grand sud de l'Ukraine, une partie, là, pour faire la liaison avec la Russie et la Crimée, et pour avoir un accès sur la mer Noire et contrôler, d'ailleurs, le contrôle. Stratégique. On est boulevard de Sébastopol, la grande base russe dans la région, est une base importante, et la Russie veut avoir cette sortie vers la mer Noire pour le commerce, enfin pour ce que nous savons, mais je pense qu'elle essaie de gagner du temps pour mieux négocier. Et l'Ukraine veut expulser les Russes des territoires occupés pour mieux négocier aussi. Donc je pense que ça peut prendre encore... Le conflit est gelé, on peut dire ça. Il est gelé, mais je pense que je pense que cette année, ça va être très très difficile parce que l'Ukraine n'a pas les moyens suffisants pour avec le blocage aux États-Unis, des États-Unis. L'Europe n'a plus de munitions, donc ça va prendre du temps. Mais je crois qu'en 2025, il y a de fortes possibilités qu'il y ait une négociation. On entame début 2025 probablement, où moi je pense, je table premier trimestre 2025, on commencera à négocier la paix en Ukraine. Parce qu'on ne peut pas continuer une guerre comme ça. Et c'est une guerre de conquête de territoire, de la part de la Russie, inacceptable. Mais je crois que début 2025, mi-2025, on commencera à négocier pour avoir une paix acceptable pour tous à la fin de l'année prochaine. Avec Donald Trump aux États-Unis. On ne sait pas si ça va... ça va être compliqué de négocier avec lui. Je ne sais pas si c'est M. Trump qui va passer, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais vous savez, les sondages aux États-Unis, ça peut basculer d'un jour à l'autre. Mais ce qui est important, c'est bien travailler avec les politiques américains, du Parti démocrate et des républicains, pour essayer de bâtir un consensus. Bien sûr que le président est important, mais si on crée un cadre de négociation avec la participation de tous les pays ou d'un grand nombre de pays, là le multilatéralisme est très important. Et si on arrive à le faire avec beaucoup de sagesse, de responsabilité, de connaissance aussi des problèmes qui existent, mais il faut mettre tout sur la table pour essayer de trouver la bonne solution. Mais je pense que l'Europe peut le faire. L'Afrique aussi. L'Afrique aussi. L'Afrique a fait des propositions, bien sûr, on suit de ça de très près. Mais l'Europe, les États-Unis, l'Afrique, l'Asie, enfin tous les pays, le Brésil aussi peut jouer un rôle. Il ne faut pas exclure les pays pour trouver une solution. Mais l'invasion, pour répondre à votre question, est inacceptable. Nous la condamnons avec fermeté. L'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie a été quelque chose de très très grave, un précédent très grave, inacceptable. Donc il faut que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Très rapidement, on est pris par le temps. Dans quel état d'esprit votre parti aborde les prochaines échéances électorales? C'est 2026, si je ne me trompe pas. 2024 pour les municipales. Les municipales, mais plus législatives, je pense. Absolument. 2024, il faut gagner les municipales. Vous savez, on a 22 municipalités au Cap-Vert. Nous avons 14 municipalités. On a eu 21 entre 2016 et 2020. Mais là, on doit travailler avec nos différents candidats pour bâtir un projet de victoire
Nous le faisons avec beaucoup de responsabilité. Je pense qu'on va gagner les élections municipales et je suis en train de préparer l'élection de 2026 ici en Europe avec les Capverdiens, avec nos structures qui sont un peu partout en Europe, pour mieux préparer cette élection-là qui est très importante pour nous. Votre parti, le Mouvement pour la démocratie, est passé de justesse lors des dernières élections. Est-ce que vous craignez? Mais on a eu la majorité absolue. Justesse 50,01. Mais c'est la majorité absolue. Oui. Mais c'était un deuxième mandat. Ouais. Vous savez, il y a l'usure de pouvoir normale. Là, ça fait 8 ans qu'on est au pouvoir, mais on était dans l'opposition pendant 15 ans. C'est vrai. Vous voyez, mais on a fait un bon travail dans des conditions très difficiles. 3 années de sécheresse, la Covid-19, mais nous avons bâti une société résiliente. Et aujourd'hui, avec la reprise de l'économie en 2022, une croissance économique incroyable au Cap-Vert, 17%. On a récupéré le bon fonctionnement de notre économie et nous avons un très bon Premier ministre et nous avons un bon gouvernement qui est vraiment très focalisé sur les problèmes des citoyens. Là encore, c'est très important. Mais je suis sûr et certain qu'avec un bon travail, on va gagner les élections en 2026. Merci, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir beaucoup. notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme sur Global Africa. Merci beaucoup.